Quatrième dossier de cette deuxième conf de cardiologie de Détroit. Une patiente de 30 ans appelle le SAMU pour apparition brutale d'une dyspnée de repos. Elle n'a pas d'antécédent notable, elle s'est par contre toujours plaint de ratés cardiaques, on lui aurait parlé de palpitations. Elle avait même consulté un cardiologue qui avait prescrit un Holter, une échographie qu'elle n'a jamais réalisée. Quelques minutes avant l'essoufflement, qui est rapidement devenu difficile à supporter, elle avait ressenti une douleur rétrosternale vive. L'examen clinique est le suivant, la fréquence cardiaque est rapide à 100 par minute, la pression artérielle est basse à 8,5. On note des marbrures au niveau des genoux, des râles crépitants bilatéraux jusqu'à mi-champ à l'auscultation pulmonaire et il existe un souffle systolique intense. Première question, quelle est la valvulopathie en cause la plus probable? Quelles peuvent en être les deux étiologies dans ce contexte? Alors, dans la mesure où cette patiente présente une douleur thoracique suivie d'un essoufflement aigu avec un gros souffle systolique, la seule hypothèse pour qu'un gros souffle systolique soit une valvulopathie aiguë est une insuffisance mitrale. L'autre étiologie du souffle systolique est le rétrécissement aortique. En général, c'est une pathologie chronique, donc le souffle n'apparaît pas brutalement. Il y a également l'insuffisance tricuspidienne, mais qui donne des souffles plus difficiles à entendre. Donc ici, le plus probable est qu'il s'agisse d'une insuffisance mitrale aiguë. Elle est responsable d'un œdème aigu pulmonaire, les râles crépitants bilatéraux diffus, la dyspnée, les signes d'insuffisance cardiaque gauche, et même d'un choc cardiogénique, puisqu'on a une hypotension, une tachycardie et des signes d'hypoperfusion périphérique avec les marbrures. Les autres causes de douleurs thoraciques avec souffle d'apparition aiguë sont en général donc soit l'EP massive, donc là on n'a que des signes droits avec une insuffisance tricuspidienne en cas de grosse dilatation du VD, soit la dissection aortique avec dissection de la valve aortique, mais dans ce cas-là le souffle d'insuffisance aortique est diastolique. Alors chez cette patiente, les deux causes possibles d'IM aigu ayant suivi une douleur thoracique avec dyspnée, d'abord une IM ischémique secondaire à un infarctus du myocarde inférieur, l'hypoperfusion ou la nécrose du pilier de la petite valve mitrale va provoquer une IM importante. La deuxième possibilité, c'est une rupture de cordage sur une valve mitrale anormale qui provoque une insuffisance mitrale aiguë et au moment de la rupture de cordage, on ressent également une douleur thoracique. Comme l'IM est aiguë, il y a une régurgitation massive de sang du VG dans l'OG, sans mécanisme d'adaptation, un reflux qui peut aller jusqu'aux veines pulmonaires, jusqu'aux poumons, et c'est pour ça qu'on a le tableau d'œdème pulmonaire clinique. Deuxième question, quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate? Donc là, il va falloir prendre en charge l'œdème pulmonaire et discuter de la prise en charge de la valvulopathie et également du choc cardiogénique. Donc la patiente doit évidemment être hospitalisée en urgence, en soins intensifs, en général de cardiologie, ou en réanimation à proximité d'un service de chirurgie cardiaque. Pour l'OAP, toujours le repos strict au lit en position demi-assise, évidemment. La mise en condition, scope ECG, tensionnel, de la saturation, et on va également surveiller chez cette patiente la diurèse via probablement une sonde vésicale, l'état de conscience, l'état de marbrure. Il va falloir poser une ou plusieurs voies veineuses périphériques en limitant les apports à pas plus de 500 cc par 24 heures. Et si on utilise un support inotrope positif, il faudra discuter également de la pose d'une voie centrale. Donc la sonde vésicale pour surveiller la diurèse, à proposer assez systématiquement en cas de choc. Dans la voie d'abord, on va avoir une perfusion de base sans sodium. Là, tout apport de sel est strictement interdit chez cette patiente en phase aiguë. Comme dans tout OAP, il faudra proposer une restriction hydrique et une restriction sodée. La restriction hydrique, c'est une limitation des apports hydriques péros ou par voie intraveineuse à 500 cc par 24 heures au maximum. Les dérivés nitrés, qu'il faut normalement systématiquement associer en cas d'OAP, sont ici contre-indiqués puisque la patiente est en choc cardiogénique. En général, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, les dérivés nitrés sont contre-indiqués dès que la systolique est à moins de 10-11 mm de mercure. Donc ici, évidemment, ce serait même un 0 puisque la patiente est en état de choc. Le remplissage, qui normalement est également indiqué en cas d'état de choc, ici est contre-indiqué, puisque du fait de l'IM aigu, de la régurgitation veineuse pulmonaire du sang, il y a une augmentation massive des pressions de remplissage intracardiaque et des pressions intrapulmonaires. Si on aggrave le remplissage au niveau thérapeutique, on va faire vraiment aggraver cette présence d'eau dans les poumons, cet œdème pulmonaire, et donc là vraiment ce sera plus dangereux. La prévention d'ulcères de stress et les anxiolytiques, comme chez tout patient hospitalisé en réanimation. Alors maintenant, le traitement du choc et de l'OAP. Comme dans tout OAP, l'oxygénothérapie adaptée à la SAT à l'état de conscience. En cas de trouble de la conscience, intubation pour ventilation mécanique, anesthésie générale. En l'absence de trouble de la conscience, ventilation non invasive si la patiente est plutôt spastique ou antécédent de BPCO. Sinon, la CPAP est le traitement qu'on propose maintenant en première intention. De toute façon, les mots-clés, c'est oxygénothérapie. On ne vous demandera pas de discuter quel type d'oxygénothérapie adapter dans un choc cardiogénique.
Deuxième partie du traitement de l'OAP, les diurétiques. Il faut utiliser, même en cas d'hypotension majeure, des diurétiques de l'anse intraveineux. En faisant éliminer l'excès d'eau et de sel, ils vont permettre une amélioration de l'hémodynamique. Donc, on utilise le Lasix, furosémide, soit en bolus de 40, 60, 80 mg répétés, soit en perfusion continue à la seringue électrique. Il faut toujours rajouter du potassium per os, puisque ces diurétiques de l'anse vont provoquer une hypokaliémie en même temps que la diminution de la rétention hydrosodée. Le traitement du choc, donc en plus de l'oxygène et des diurétiques, il faudra rajouter un support inotrope positif, a priori un bêta-stimulant. On commence en général par la dobutamine seule. La dobutamine va avoir un effet tonique cardiaque qui va permettre d'augmenter la pression artérielle. Si ça n'augmente pas suffisamment la pression artérielle, on peut rajouter de la dopamine ou alors carrément remplacer par de l'adrénaline qui va avoir un effet alpha et bêta-stimulant. Les IEC, les bêta-bloquants, les dérivés nitrés et tout médicament hypotenseur ou vasodilatateur, en dehors des diurétiques de l'anse, sont strictement formellement contre-indiqués. On peut discuter, étant donné qu'il s'agit d'une IM aiguë, d'une assistance cardiaque avant une éventuelle chirurgie cardiaque. Donc il peut s'agir d'une contre-pulsion par un ballon intra-aortique, il peut s'agir d'une assistance extracorporelle autre ou d'une assistance directement fixée sur les ventricules. Ça reste très rare, là on ne pourra pas vous en vouloir si vous ne l'avez pas signalé. Par contre, du fait de l'IM aiguë, il faudra par contre discuter la prise en charge chirurgicale, donc au moins contacter l'anesthésiste et le chirurgien cardiaque. La surveillante, comme pour tout œdème pulmonaire, le poids pour bien vérifier la diminution de l'œdème, la diurèse, la pression artérielle, etc., etc. Question suivante. Biologiquement, absence d'élévation de la troponine, donc ça va contre un syndrome coronarien aigu. Absence d'anomalie du segment ST, deuxième argument contre un syndrome coronarien aigu. Quel est donc le diagnostic le plus probable? Donc pour expliquer une douleur thoracique aiguë avec dyspnée, choc et une IM aiguë à l'auscultation, il ne reste plus comme hypothèse que le choc cardiogénique sur une insuffisance mitrale aiguë sur une rupture de cordage. Question suivante, comment interpréter l'image échographique suivante? Donc là, évidemment, c'est plus pour la compréhension du dossier que ce qu'on pourrait vous demander à l'internat. On peut vous montrer une image d'échographie, mais pas comme ça. Donc ici, c'est un zoom sur la valve mitrale. Donc ici, on a l'oreillette et ici le ventricule gauche. Donc de toute façon, c'est signalé ici, il n'y a pas de piège. Entre les deux, il y a la valve mitrale. Et on peut voir que lorsque la valve mitrale est fermée, on a un capotage de toute cette partie de la valve mitrale dans l'oreillette gauche, alors qu'ici, la valve est normalement fermée. Donc on imagine facilement la régurgitation de sang par cette zone, qui va être massive, dans l'oreillette gauche et dans les veines pulmonaires qui se trouvent ici, et qui vont répercuter cette augmentation de pression au niveau pulmonaire. Donc il s'agit probablement d'une rupture de cordage sur la valve mitrale. Donc l'échographie cardiaque transthoracique, apicale, entre le ventricule et l'oreillette gauche, donc ça c'était noté, capotage de la grande valve mitrale, probablement sur une rupture de cordage. Ça confirme l'hypothèse diagnostique. Quelle doit être la prise en charge chirurgicale? En cas d'insuffisance mitrale aiguë, mal tolérée, le traitement doit être chirurgical, curatif. Il existe plusieurs possibilités en cas de fuite mitrale. La première, si elle est possible, la réalisation d'une plastie mitrale, une réparation de la valve mitrale, sans mettre de prothèse mécanique ou de bioprothèse. Donc, tant qu'elle est faisable, il faudra toujours proposer une plastie. Par contre, si la plastie n'est pas faisable, si l'atteinte est trop importante, trop calcifiée, etc., c'est une chirurgie classique de remplacement valvulaire mitral. On a là deux possibilités. Un remplacement par valve mécanique, hautement thrombogène, donc il faudra un traitement anticoagulant à vie par AVK. Donc ça, c'est à proposer aux patients jeunes, âgés de moins de 65 ans, n'ayant pas de contre-indication aux AVK. Sinon, on peut utiliser une bioprothèse. Donc là, le risque thrombotique est nul, donc pas besoin d'anticoagulation au long cours. Par contre, le risque est la dégénérescence au bout de 15-20 ans. À proposer aux patients de plus de 65 ans ayant une contre-indication ou ne souhaitant pas un traitement AVK, également aux patients jeunes ayant un désir de grossesse, pour éviter les risques tératogènes du traitement par anticoagulant. Ce traitement chirurgical, il est urgent ou semi-urgent en fonction de l'évolution initiale de la récupération du patient après le traitement de son choc cardiogénique. Question suivante, quelle est la cause la plus fréquente en France de cette valvulopathie? Donc il s'agit bien sûr de l'insuffisance mitrale, c'est une des valvulopathies les plus fréquentes avec le rétrécissement aortique. En tout cas, chez le sujet jeune, c'est la valvulopathie la plus fréquente. La cause habituelle est l'IM dystrophique. La forme la plus typique de l'IM dystrophique est la maladie de Barlow. Donc il s'agit d'une atteinte probablement génétique au niveau de la valve mitrale qui va être épaissie, comme par du myxœdème,
il va y avoir une augmentation de l'épaisseur de cette valve, et comme elle va être plus épaisse, elle va être plus lourde. À chaque fois qu'elle sera fermée, elle va se prolaber un petit peu. Donc d'abord, c'est une ballonisation simple, et après, c'est un prolapsus réel dans l'oreillette gauche. Et comme cette valve mitrale est retenue par les cordages, le risque, c'est que les cordages rompent au bout d'un moment. Donc épaississement anormal de la valve, ballonisation initiale, possible prolapsus, et lorsque le prolapsus est important, il y aura une fuite mitrale qui va être centrale. Cette fuite va pouvoir s'aggraver petit à petit au fil du temps, et au pire, rupture de cordage qui va faire vraiment que cette fuite va devenir massive d'un coup. Alors, quelle en est l'auscultation typique? L'auscultation de l'insuffisance mitrale, qui normalement donne un souffle holosystolique, est légèrement différente en cas de prolapsus. Il faut bien imaginer la fermeture de la valve, puis la ballonisation, puis le prolapsus, puis l'IM. Donc la fuite va être mésotélésystolique. Au début de la systole, la valve va être normalement fermée. Donc au début, on va entendre un clic mésotélésystolique. La valve va ensuite se réouvrir, mais dans l'oreillette gauche, et il va ensuite y avoir le souffle d'insuffisance mitrale après ce clic mésotélésystolique. Donc les caractéristiques du souffle sont les mêmes. Il est mammaire gauche et irradiant à la pointe. La question suivante, la patiente est finalement opérée avec un bon résultat immédiat, donc on imagine que c'est une plastie mitrale. L'analyse bactériologique de la valve, qu'il faut toujours réaliser, est positive à streptocoque du groupe D de type bovis. Quel est alors votre diagnostic? Donc on a une IM aiguë par rupture de cordage, probablement sur une endocardite. Donc il s'agissait d'une endocardite aiguë, même si on n'avait pas le tableau infectieux initial. Donc, toujours préciser en cas d'endocardite aiguë ou subaiguë, ici elle est aiguë. La valve atteinte, la valve mitrale. Normalement, il faut préciser si c'est une valve native ou une prothèse. Là, c'était une valve native. Dire si cette valve native était normale ou anormale. Ici, c'est une valve native myxoïde. Et cette endocardite, il faut préciser la porte d'entrée possible et le germe possible. Ici, c'est un streptocoque des bovis, c'est signalé dans l'énoncé. La porte d'entrée, on ne l'a pas. Donc endocardite aiguë mitrale sur valve native myxoïde à streptobovis. Et cette endocardite est compliquée d'une rupture de cordage. Quelle est la porte d'entrée habituelle des endocardites à streptocoque des bovis? Donc, en général, il s'agit d'une porte d'entrée digestive. La cause la plus fréquemment retrouvée est la tumeur du tube digestif au niveau du côlon, la lésion colique. Sinon, il peut s'agir d'autres lésions du tube digestif situées à d'autres endroits, mais vraiment par argument de fréquence, c'est le cancer du côlon. Donc évidemment, si on vous demande la prise en charge thérapeutique de l'endocardite, il ne faudra pas oublier également la prise en charge de cette porte d'entrée. Quels sont actuellement les 3 types de germes responsables de près de 100% des endocardites? Donc là également vraiment à bien connaître. D'abord les streptocoques par argument de fréquence. Donc on a vu là les streptocoques digestifs. Il peut s'agir en général des streptocoques oraux, porte d'entrée ORL. La deuxième porte d'entrée qui est de plus en plus importante, les staphylocoques dorés, donc porte d'entrée cutanée, en général endocardite du cœur droit, sur la valve pulmonaire ou sur la valve tricuspide. Et enfin, plus rarement, les entérocoques. Donc ça, ce sont des données les plus récemment publiées sur l'endocardite, en 2009-2010, donc vraiment la nouvelle, on va dire, la nouvelle importance des germes par argument de fréquence dans cette pathologie. Donc en échographie cardiaque transthoracique, l'imagerie pour illustrer ce dossier, on a ici une coupe apicale et 4 cavités. Les 4 cavités sont les 2 ventricules, gauche et droit, les 2 oreillettes, gauche et droite. Les cavités cardiaques gauches sont séparées par la mitrale et les droites par la valve tricuspidienne. On a ici un épaississement anormal des feuillets de la valve mitrale, avec au moment de la fermeture, un léger prolapsus dans l'oreillette gauche, surtout visible sur la petite valve qui se situe ici. Donc un aspect vraiment typique d'infiltration de dystrophie de la valve mitrale. Ici, en coupe petit axe, on coupe le ventricule gauche et également le ventricule droit en tranche de la pointe vers la base. Ici, on est sur la valve mitrale et on voit l'ouverture très anormale de cette valve mitrale vers nous avec un tissu très épaissi. Ici, une autre coupe chez le même patient, une coupe appelée parasternale grand axe. On a ici le départ de l'aorte avec la racine aortique, la valve aortique qui s'ouvre et qui se ferme en systole et en diastole, l'aorte initiale. On retrouve ici notre ventricule gauche avec ici la valve mitrale. On voit très bien le pilier de la mitrale, les cordages de la mitrale, la grande et la petite valve mitrale. Ici, on a l'oreillette gauche et tout en haut les cavités cardiaques droites. On voit ici qu'à chaque fois que la valve mitrale est fermée et que la valve aortique est ouverte, donc en systole, il y a un prolapsus de tout l'appareil mitral dans l'oreillette gauche. Donc un des risques est que ce cordage rompe si le prolapsus devient important et si l'épaississement devient plus important.
Donc ici, on va voir des exemples de possibles ruptures de cordage. On retrouve notre coupe apicale des 4 cavités, ventricule droit, ventricule gauche, oreillette droite, oreillette gauche, la valve mitrale, et on voit ici un prolapsus complet de la petite valve mitrale dans l'oreillette gauche, alors que tout à l'heure, il était partiel. Sur notre coupe parasternale centrée sur la valve mitrale, on a toujours l'aorte ici, le ventricule gauche, l'oreillette. On retrouve la calcification et le prolapsus complet de la petite valve mitrale dans l'oreillette gauche. La rupture de cordage, donc les images qui correspondaient au dossier. On va commencer par l'image de droite, donc en dynamique. Tout à l'heure, c'était l'image fixe à interpréter. On a la rupture de cordage avec le cordage rompu visible appendu à la grande valve et le capotage complet de la valve mitrale dans l'oreillette. Ici, on a à peu près le même patient avec une image en couleur. En jaune, la régurgitation mitrale, donc le reflux du sang de son point de départ, le ventricule gauche, dans l'oreillette gauche, en systole, alors qu'il devrait aller complètement à travers de la valve aortique dans l'aorte initiale. Donc on a une régurgitation massive qui va jusqu'aux veines pulmonaires qu'on voit là, de sang en jaune du ventricule gauche dans l'oreillette gauche. Maintenant, une coupe de plastie mitrale. Donc la valve mitrale a été opérée, on n'a plus du tout l'aspect de prolapsus de la petite valve, un anneau prothétique a été posé et on voit une continence parfaite de la valve avec une contractilité encore normale du ventricule gauche. Donc, on a vu dans ce dossier les différentes causes d'IM aigu, l'IM ischémique, l'IM par rupture de cordage sur valve dystrophique et également l'IM aigu dans le cadre d'une endocardite. Et l'endocardite peut elle-même provoquer une rupture de cordage. Donc il faut bien connaître la description des souffles, en particulier systolique et en particulier de l'insuffisance mitrale. On a vu également la prise en charge de l'OAP avec choc cardiogénique, qui reste classique, et toujours penser au traitement de la cause. Ici, c'est le traitement chirurgical de la fuite mitrale. Enfin, on a terminé par quelques mots d'épidémiologie récentes sur les endocardites infectieuses. Les items abordés, l'item 251, insuffisance mitrale aiguë ou chronique, l'item 250, insuffisance cardiaque aiguë ou chronique prise en charge, et l'endocardite infectieuse, l'item 80.